Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'engagement responsable au sein du MEDEF. Et merci beaucoup pour nous accueillir. Nous sommes 4 aujourd'hui pour vous parler du sujet de la comptabilité, représentation incomplète et levier de transformation des acteurs économiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour de table de nous 4 pour que vous nous identifiez et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Alors, donc, je commence. Marianne Carpentier, je suis fondatrice du cabinet July Advisory, un cabinet de conseil spécialisé en RSE, ESG et spécialisé également sur la comptabilité écologique et notamment le modèle TER. Peut-être Mathieu. Ouais, ok. Du coup, Mathieu Astic. Moi, pour ma part, j'interviens en conseil en RSE également sur les questions de notamment de la comptabilité écologique et le modèle CARE. Je suis également, à ce titre, co-directeur du CERCES, qui est un acteur qui regroupe les énergies autour des questions de transition écologique sur les comptes écologiques. Donc voilà, j'ai 2 casquettes aujourd'hui, casquette du CERCES pour porter la voix du sujet sur la comptabilité écologique et aussi une casquette comme Marianne de conseil et d'accompagnement de l'organisation. Bonjour, moi je suis Florent Coureau et je dirige Tech for Life, qui est une société qui fait du conseil, des études et des formations sur les mesures d'impact et les comptabilités socio-environnementales plus particulièrement, avec différentes méthodes de comptabilité socio-environnementale qui existent aujourd'hui en France. Et Mathilde Pernias, je suis doctorante à la chaire Performance Global Multicapitaux, qui a développé le modèle LIFT, et j'ai notamment mené les expérimentations sur les grands groupes comme Danone. Donc, je vous parlerai un petit peu des retours d'expérience des grands groupes et des PME aussi. Merci. Donc, je vais commencer par introduire le sujet. Le titre est un petit peu long. Et moi, je vais me concentrer sur la première partie, qui est donc comptabilité, représentation incomplète. Tout d'abord, pour vous parler de la comptabilité et de mon rapport à la comptabilité, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. J'ai fait des études littéraires. Ensuite, j'ai été en école de commerce à l'ESSEC. Et pour moi, la comptabilité, c'était la matière incontournable, mais que j'aurais préféré pouvoir contourner. Et en fait, mon premier cours de comptabilité, mon professeur m'a complètement ouvert les yeux sur cette discipline. Déjà, j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas d'une comptabilité, mais de plusieurs comptabilités. Évidemment, il y a la comptabilité financière qui permet de produire les états financiers. Souvent, on pense à cette comptabilité-là. Mais ensuite, dans une entreprise, pour la gestion, on va utiliser la comptabilité analytique et on va aussi utiliser potentiellement de la comptabilité budgétaire pour suivre les engagements financiers. Donc déjà, c'était une réalité qui était quand même assez diverse. Et ensuite et surtout, ce que j'ai retenu de ce cours, c'est que ce n'était pas une caisse d'enregistrement, mais qu'en fait, c'était un langage, une représentation et qu'on pouvait jouer avec. Et ça, on avait fait le cas de Hermès, par exemple, avec la sous-évaluation de certains actifs immatériels. J'aimais beaucoup, comme littéraire, ça me parlait, je trouvais ça assez poétique. Et je me suis rendu compte que la comptabilité, c'était beaucoup plus que ce qu'on voulait croire, et qu'en fait, c'était très politique, que c'était et justement, en fait, une représentation. C'est pour ça que je voudrais revenir sur ce titre de représentation. Dire qu'une représentation est incomplète, c'est peut-être un petit peu un problème, parce qu'en fait, une représentation, c'est une façon de voir les choses. Et donc, elle est toujours complète. Mais par définition, c'est une photo. Et une photo, c'est jamais la réalité. C'est un angle, c'est l'œil du photographe, c'est une sensibilité, ça peut être un filtre. Mais même une photo sans filtre et qui va paraître la plus réelle possible, en fait, il y a toujours une intention derrière. Et la comptabilité, c'est ça également. Et maintenant, sur le sujet de représentation incomplète, parce que c'est quand même aussi ça qui nous rassemble aujourd'hui, et nous 4 pensons que la comptabilité telle qu'elle est menée actuellement dans les organisations ne permet pas de prendre en compte l'ensemble du sujet. Je voudrais simplement faire une référence à une étude, une méta-étude qui a analysé près de 40 000 rapports RSE d'entreprises depuis les années 2000 sur environ 15 ans. À votre avis, combien, donc sur ces 40 000, combien en pourcentage s'inscrivent dans un contexte de durabilité, c'est-à-dire font référence aux enjeux des limites planétaires? Et donc pose 1%. Je ne sais pas, vous avez un autre chiffre? Bon, c'est très faible. En fait, c'est moins de 5%. Donc voilà. Donc les choses sont un petit peu en train de changer avec la CSRD notamment. On y reviendra peut-être, notamment dans la phase de questions. Mais on est quand même encore très déconnecté. Et en fait, l'entreprise est souvent présentée comme une bulle qui interagit seulement très faiblement avec son écosystème. Et la comptabilité, donc logiquement, puisque la comptabilité c'est la représentation de l'entreprise, elle va montrer qu'une partie de l'image. Si on reprend la photo, elle va faire un gros plan.
et on n'aura pas tout le contexte et toute la mise en perspective. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre un petit peu de champ. Et donc, la pérennité d'une entreprise reflète essentiellement, en fait, aujourd'hui, les enjeux financiers et n'intègre pas suffisamment les autres enjeux, qui sont d'ailleurs qualifiés d'extra-financiers, comme s'ils étaient forcément ailleurs et qu'on ne pouvait pas les traiter en comptabilité. Dans cette vision, on a un modèle qui est assez simple. Donc, on a des actionnaires qui font un apport d'argent en capital, donc le capital financier, le capital d'une entreprise, qui va être mis à la disposition de l'entreprise pour produire, pour faire des ventes, pour ensuite avoir de nouvelles ressources. Qui vont permettre de préserver ce capital financier, puisque c'est la première chose à préserver, et ensuite de pouvoir envisager le profit. C'est ça la règle du jeu, et c'est le plus important, c'est de rendre l'argent à l'argent. Et une fois qu'on a fait ça, on peut parler de profit. En revanche, cette exigence de respect et de préservation, elle s'applique donc au capital financier, mais elle ne s'applique pas du tout aux autres enjeux naturels et humains. Donc oui, aujourd'hui, on a une situation étrange où on a certaines entreprises, et la plupart qui ne sont pas compatibles avec le respect des limites planétaires, mais qui vont avoir des taux de rentabilité et donc des bilans comptables très satisfaisants. Et voilà, c'est pour répondre à ce paradoxe qu'on est réunis aujourd'hui. Merci. Merci. Et donc, pour poursuivre cette introduction, on va aujourd'hui vous parler de deux méthodes de comptabilité qui essayent de prendre en compte d'élargir cette représentation insuffisante, ou bien de compter ce qui compte, ou bien de donner une valeur capitale à ce qui est capital. Et il n'y a pas que le capital financier. Il y a d'autres choses qui sont capitales, et là, on trouve la subjectivité et l'intention dont on parlait à l'instant. Donc, ces méthodes, j'ai même pas encore choisi dans quel ordre on pourrait en parler, parce qu'il y a plein de manières. Il y a déjà qui sont les auteurs des méthodes. Il y a des gens qui sont des entreprises privées, comme Kering, qui a fait une méthode de type comptabilité qui s'appelle EPNL. Il y a des écoles de commerce, comme Audencia, qui a fait émerger la méthode LIFT, dont on parlera tout à l'heure. Il y a des universitaires qui ont fait émerger la méthode CARE, dont on parlera aussi tout à l'heure. Et puis, il y a des cabinets d'audit qui connaissent bien la comptabilité, qui ont essayé de produire des méthodes. Donc voilà, après on pourrait parler d'ancienneté, il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui ont 5 ans, bon. On pourrait parler de celles qui font uniquement un compte de résultat et celles qui font un compte de résultat et un bilan, sachant que c'est quand même dans le bilan que s'exprime souvent une vision patrimoniale et à long terme des capitaux. Quand on fait juste un compte de résultat, peut-être qu'il manque un peu la notion de capitaux, mais il y a plusieurs méthodes qui ne font qu'un compte de résultat. On pourrait parler des méthodes qui monétarisent tout ou qui monétarisent pas tout. Ça, c'est un autre choix qui divise un peu l'échiquier des méthodes françaises. Voilà, alors je ne sais pas dans quelle heure je vais les prendre. Je vais prendre peut-être celles, on va dire celles qui font qu'un compte de résultat au début. Donc, on peut parler de deux méthodes. Il y a la comptabilité universelle et la comptabilité, le EPNL de Kering. Donc, le EPNL de Kering, c'est une expérience qui a été commencée par un groupe privé, donc sur une société qui était Puma, et c'est l'actionnaire du groupe qui a dit, moi je voudrais maintenant mesurer des comptes de résultats autres que purement financiers, les mouvements financiers, donc par exemple sur les gaz à effet de serre, intégrer des externalités aux comptes de résultats. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui a grandi et qui est aujourd'hui déployé au niveau du groupe, qui est quelque chose qu'on peut saluer parce qu'il est assez rare que des grands groupes puissent se doter intégralement d'une comptabilité socio-environnementale. On peut regretter l'absence d'un bilan, bien sûr. Moi, je la regrette personnellement et j'ai même eu l'occasion de leur dire. Ils étaient d'ailleurs assez d'accord, mais ils ne travaillent pas encore vraiment sur ce sujet-là. Et donc, voilà une méthode qui va essayer d'intégrer ce que coûte à l'environnement chacun des sacs à main qui est produit. Est-ce qu'on va se poser la question de produire un max de sacs à main ou pas? Pas vraiment, en fait, puisque c'est une notion d'intensité carbone qui est liée au flux de production. Donc la révision du modèle d'affaires est pas très profonde, on va dire. Par contre, il y a une mesure des externalités des produits. J'espère que je ne suis pas trop technique là. Voilà. Une autre, c'est la comptabilité universelle. Je parlais hier à sa fondatrice. Elle est pilotée par le cabinet de Saint-Fond, qui est un cabinet d'audit et d'expertise comptable. Et eux, ils ont l'idée que c'est le compte de résultat qui est vraiment l'objet du pilotage de l'entreprise. Les décisions, elles sont prises sur un compte de résultat. Et donc, ils font 3 comptes de résultat, social, environnemental. Et donc, ils ont l'idée que, par exemple, si une société gagne 5 millions en financier et perd 12 millions en écologique et gagne 1 million en social,
en mettant en lumière ces comptes de résultats, le management d'entreprise va essayer d'équilibrer les comptes pour limiter, par exemple, sa perte écologique dans l'exemple que je viens de vous donner. Voilà, c'est un petit peu le pari. Et puis, c'est une méthode très alignée sur la CSRD aujourd'hui, qui sont en train de mapper sur toutes les ESRS. Là aussi, excusez-moi, vous allez avoir quelques sigles dans cette visio. Je pense que vous vous y attendez. Donc, ça, c'en est une autre. Après, il y a des méthodes qui produisent des bilans. On peut parler de la méthode Goodwill par le cabinet Goodwill Management. La méthode LIFT qui vous sera plus détaillée par Mathilde à ma gauche, donc qui produit, elle, un bilan et un compte de résultats, mais qui, à date, ne monétarise pas toutes les mesures. Et peut-être que Mathilde parlera un peu de cette question de la monétarisation, qui est une question difficile. Et puis, il y a la méthode CARE, pour finir, à la droite, qui est elle, sur une monétarisation complète, et bilan et compte de résultats, et basée sur des coûts de restauration d'un bon état écologique. Alors que la méthode LIFT, c'était plus sur le donut, comme vous pouvez le connaître peut-être, le donut de Kate Raworth. Voilà, c'est un panorama extrêmement rapide. Vous pouvez passer des jours, des semaines à vous former sur chacune des méthodes dont je viens de vous parler. Donc, c'était vraiment un panorama extrêmement rapide pour poser le sujet. Ce qu'on veut dans le cadre de cet événement organisé par le MEDEF, c'est donner, si possible, des retours d'expérience d'entreprises qui l'ont fait. Et donc, on va passer à cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer ou si on... Bon, nous commençons, Oui. Comme vous voulez. Bon, très bien. Alors, je passe la parole à Mathilde, qui a fait donc plusieurs expérimentations dont elle va nous parler. Oui, donc le modèle LIFT, donc nous, on a développé le modèle de comptabilité pensé comme un modèle de comptabilité de gestion. Donc, on raisonne en termes de budget. On se dit que les équipes ont l'habitude de raisonner en termes de budget, mais ici, on va donner des budgets environnementaux à respecter, qui sont notamment basés sur les limites planétaires. Donc, par exemple, les limites planétaires, on sait que c'est un budget chaque année à ne pas dépasser si on veut maintenir un état stable de la planète. Ça a été pensé à l'échelle planétaire. C'est difficile pour une entreprise de se l'approprier. Donc, nous, notre expérimentation, ça a été de trouver des moyens d'allouer en fonction de l'activité de l'entreprise ces types de budgets. Donc Florent l'a dit, on se base sur le donut. Donc le donut, c'est aussi une partie sociale qui donc c'est basé sur les fondations sociales qui sont héritées des objectifs de développement durable. Donc c'est comment est-ce qu'on atteint des minimums sociaux, et donc quand on est en entreprise, comment est-ce qu'on atteint des minimums sociaux sur des sujets comme la santé, les inégalités des sexes. Comment, en fait, est-ce qu'on contribue à ne pas reproduire des injustices structurelles. Donc là, c'est pareil, sur ces thématiques-là, on a travaillé à développer un cadre qui permette de parler des inégalités des sexes au niveau des effectifs propres de l'entreprise et aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, LIFT, c'est une comptabilité de gestion, c'est des budgets à respecter, c'est des obligations sociales à remplir, et ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On a eu plusieurs, donc c'est pour la partie théorique, mais ce qui est intéressant, c'est la partie expérimentation. On a commencé par des expérimentations avec des PME qui étaient partenaires du centre de recherche et des grands groupes qui étaient partenaires fondateurs du centre de recherche, mais ces deux types d'expérimentation n'ont pas les mêmes objectifs. Ou en tout cas, les PME ou les pas les mêmes visions de l'utilisation en fait de cette comptabilité-là. Par exemple, les PME avec qui on a travaillé, donc déjà plus petite échelle, mais aussi avec une ADN naissant dans le développement durable. Par exemple, des PME dans l'économie circulaire, ou par exemple des PME qui travaillent sur des bilans carbone. Donc là, l'usage de la comptabilité, c'est pour montrer en fait à l'échelle PME qu'on peut aussi agir sur les limites planétaires, mais c'est aussi pour prôner d'autres types de discussions avec leurs partenaires, leurs clients, leurs fournisseurs sur une performance qui soit autre que financière parce que c'est leur vision, c'est leur ADN. Pour la partie grand groupe, c'est plus anticiper la réglementation. Les grands groupes nous ont dit, bon, bah, en fait, pour nous, la comptabilité multicapitaux, c'est la comptabilité de demain. On voit bien les évolutions réglementaires sur l'extra-financier qui avancent et on sent que la comptabilité multicapitaux, c'est proche ou ce sera la prochaine réglementation. On voit aussi que les autorités comme les autorités au niveau de l'audit ou des normes comptables sont de plus en plus impliquées aussi dans cette transformation. Donc, les professions changent. Voilà, les entreprises souhaitent, ces grandes entreprises qui sont soumises à ces réglementations souhaitent aussi anticiper. Et qui dit comptabilité multicapitaux dit aussi réorganisation en interne, en termes de données, en termes de fonctions, en termes de compétences. Donc l'intérêt pour ces entreprises, c'est d'anticiper.
Mais c'est aussi de calibrer, en fait, de regarder les actions qui ont été menées jusqu'ici au sein des entreprises, de regarder, est-ce que, autre que nous, ce qu'on pense en interne, est-ce que, en fait, quand on regarde des cadres exigeants comme les limites planétaires, nos actions permettent vraiment de respecter les limites planétaires. Donc ça, c'est ce que nous ont rapporté les grandes entreprises, de pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser la comptabilité multicapitaux. On a eu 2 types de résultats, des résultats sur effectivement la performance de l'entreprise, une fois qu'on a donné les budgets et qu'on a regardé s'ils étaient respectés ou non, et aussi des résultats sur l'adhésion, ou en tout cas l'appropriation de ces méthodes au sein de ces grands groupes. Qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les difficultés et comment est-ce qu'on peut les surmonter. Sur les résultats de la performance, je ne vais peut-être pas vous étonner, mais il y a encore des points de rupture qui sont à faire dans les modèles d'affaires des grandes entreprises. Les limites planétaires sont pratiquement toutes dépassées au niveau planétaire, donc c'est normal que des entreprises qui sont des modèles d'affaires pas encore calibrés sur la soutenabilité ne respectent pas les limites planétaires. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des points de rupture qui peuvent être faits au niveau du modèle d'affaires de l'entreprise. Par exemple, sur des politiques qui devraient être plus ciblées sur telle problématique des inégalités des sexes, ou alors telle limite planétaire qui n'avait pas été prise en compte. Mais il y a aussi d'autres actions, disons, qui méritent d'être pensées au niveau de l'industrie. Et ce qu'on nous a rapporté aussi, c'est qu'il y a encore une progression sur le fait de la jouer collectif sur ces enjeux-là, et qu'une organisation individuelle, au même titre qu'un individu ne peut pas prendre en compte toutes ces problématiques tout seul, doit aussi jouer avec son industrie, avec d'autres acteurs, évidemment aussi avec d'autres acteurs publics sur des soutiens, notamment financiers. Voilà, aussi des points de rupture au niveau du modèle d'affaires, des points de rupture au niveau de l'industrie. Et il y a aussi donc cette question de l'appropriation de ces méthodes. Ce qui est ressorti, c'est notamment sur l'adhésion en interne. Donc par exemple, au niveau des fonctions, on a des fonctions, que ce soit opérationnelles dans les usines, que ce soit au niveau des produits ou au niveau de la comptabilité, même financière, on n'a pas l'habitude de prendre en compte encore ces critères. C'est pas dans notre fiche de poste. On n'a pas le temps forcément du coup de produire de la donnée, de collecter de la donnée. On doit casser les silos, on doit passer d'une fonction à une autre. Il y a beaucoup d'interdépendances qui demandent à repenser un peu l'organisation au niveau de l'entreprise. On n'a pas toujours aussi les sensibilités ou les compétences. Donc, au niveau de l'adhésion, il y a un travail à faire si on veut mettre en place une comptabilité multicapitaux dans les grands groupes. Et il y a de l'adhésion aussi au niveau de la direction générale. On a beaucoup d'individus qui sont quand même déjà sensibilisés dans les fonctions et qui demandent que ce sujet-là soit pris en compte par la direction générale et que ce soit orienté et gouverné par notamment les COMEX, par exemple. Mais bonne nouvelle aussi, on a eu des exemples d'entreprises qui nous ont dit, nous, on a fait notre transition culturelle, on a renouvelé le COMEX et on a des personnes qui sont sensibilisées et qui croient en la transformation du modèle d'affaires et donc qui drive après derrière qui croient en ces nouvelles mesures, en cette nouvelle performance, ou qui vont donner les investissements, les rediriger au bon endroit. Autre plafond de verre, une fois qu'on a passé le COMEX, c'est les investisseurs pour ces grandes organisations et qui là nous disent, nous, en fait, on est frustrés parce que finalement, on produit cette mesure d'impact, on a des résultats de performance environnementale et sociale qui montrent qu'on va dans la bonne direction, mais on n'a pas les investissements qui vont derrière. Donc, ça rejoint tout à l'heure ce que je disais sur le collectif et le fait que, alors, il faut travailler au niveau industrie et puis il faut travailler avec d'autres types de décideurs externes, que ce soit des actionnaires, que ce soit des institutions publiques ou des superviseurs bancaires ou financiers. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui ressort. Et on a aussi, je parlais d'adhésion, mais on a aussi des entreprises dans un écosystème à plusieurs vitesses, des sollicitations de toutes parts, notamment sur cette mesure de la performance. Ici, on est 2 méthodes représentées. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on fait pour se dire c'est comme ça que je dois mesurer ma performance? Ce qui est intéressant et positif, c'est qu'on voit notamment avec la CSRD qu'il y a une sorte de consensus sur la manière dont on va prendre en compte la durabilité. Je vous donne un exemple. La CSRD demande, par exemple, de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est le cas, en tout cas, pour le modèle qu'on a développé au sein de la chaire performance globale multicapitaux. La CSRD demande de s'interroger sur les parties prenantes affectées. C'est pareil pour le modèle LIFT. Et d'ancrer les mesures de la performance et les trajectoires de réduction sur la science. On se base sur le cas des limites planétaires, c'est pareil. Pourquoi? C'est juste qu'il y a un consensus qui est en train de se faire, en tout cas au moins au niveau européen, entre qu'est-ce que ça veut dire de prendre en compte la durabilité, quels sont les critères importants, et notamment en termes de durabilité forte. Donc,
c'est intéressant parce qu'il y a un consensus. Petit à petit, l'harmonisation va peut-être se faire. L'autorité des normes comptables commence à discuter aussi de ces sujets-là. Et petit à petit, peut-être qu'on aura une seule mesure de la performance. Mais en tout cas, voilà, il y a des principes solides qui commencent à se rapprocher et à faire consensus. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, la CSRD, c'est un exercice de transparence. La comptabilité, je l'ai dit, c'est une comptabilité de gestion. L'un dans l'autre vont ensemble. L'un permet de répondre à l'autre. Donc, on a ce mouvement qui se crée et je pense que c'est important de le voir. Et je crois qu'il y a un dernier message qui était important aussi dans les résultats de l'expérimentation, c'était le fait d'accepter d'être une entreprise différente. Donc d'être une grande organisation qui est sollicitée et demandée sur des critères financiers comme la rentabilité, qui donc se fait retoquer quand forcément on a des coûts de transition qui sont importants, on a une moindre rentabilité. Mais en fait, on a des individus au sein des organisations qui croient en ce changement, qui ont envie de travailler dans cette même entreprise, mais qu'elle soit plus durable. Et donc, on a entendu ce message de, OK, alors dans ces cas-là, on accepte, il y a un mouvement, c'est en cours, ça arrive, et nous, on accepte d'être une entreprise différente en attendant que tout le monde s'y mette. Et je trouve que c'est un message assez positif, et toute cette dynamique autour de la comptabilité multicapitaux ou d'autres peut-être outils aussi qui nous permettent de répondre à la durabilité. Voilà un petit peu pour les retours d'expérience et je serais ravie de prendre des questions après. Merci. Super. Donc, voilà un premier retour d'expérience. On va maintenant en avoir deux sur la méthode qui est souvent considérée la plus grosse en termes, par exemple, d'efforts de recherche, parce que c'est une méthode qui a commencé il y a très longtemps et qui a fait l'objet de beaucoup de programmes de recherche. Donc, la méthode CARE. Alors, on va remettre ça. Attention. Comme ça, voilà. Merci. Alors, je vais introduire et puis après, je passerai la parole à Mathieu pour les retours d'expérience. Je reviens sur ce qu'a dit Mathilde par rapport au levier de transformation et c'est aussi le sujet de cette séquence. Et en fait, c'est très important parce que parfois, il y a une mauvaise compréhension par rapport au rôle des comptabilités écologiques dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, on peut penser que ça va être pour presque mettre en accusation des entreprises où on va faire apparaître des dettes pas possibles sur la nature, sur les humains. Et finalement, ça c'est pas forcément utile et c'est aussi ce qui fait que certaines entreprises ne veulent pas y aller parce qu'elles ne veulent pas avoir à communiquer sur des éléments qui pourraient les mettre en difficulté. Mais de l'autre côté, ce n'est pas non plus là pour faire une photo valorisante et certaines entreprises, certaines organisations viennent vers la comptabilité écologique parce qu'elles sont vertueuses et parce qu'elles veulent trouver un moyen de l'illustrer. Mais en fait, dans les deux cas, c'est pas suffisant. Alors, ça peut être intéressant, mais c'est pas suffisant. Et le but et le sens de notre action, c'est de pouvoir transformer les modèles d'affaires en faisant remarquer ce qui ne fonctionne pas, ce qui génère une dette trop importante. Et donc, pour venir au modèle CARE, je vais repartir de la définition que j'ai esquissée tout à l'heure par rapport au capital financier dans une entreprise, puisque c'est vraiment là-dessus qu'est basé le modèle CARE, sur la définition du capital. Et donc, on part sur cette même façon d'aborder le capital financier dans une organisation, c'est-à-dire ce qui est apporté à la création et ce qu'on va devoir ensuite préserver avant de pouvoir parler de profit. Eh bien, CARE applique cette même idée aux enjeux naturels et humains. On considère qu'une organisation, pour fonctionner, elle a besoin effectivement d'argent, de capital financier au départ, mais elle a aussi besoin toujours d'employés, donc d'humains, qui sont souvent au cœur de l'entreprise et de son activité, et ensuite, et selon les activités, de capitaux naturels. Donc, ça peut être le sol, si c'est dans le cadre de l'agriculture, d'une forêt, de l'eau pour des activités de pêche, de stock de poissons. Enfin, ça peut être tout type de ressources naturelles que l'entreprise va utiliser, dont elle a besoin et donc pour lesquelles elle a un souci de préservation. Elle a besoin que ces capitaux puissent se régénérer. Et de la même façon qu'on définit pour le capital financier son niveau de préservation qui consiste en fait en 100% de l'apport financier de départ, eh bien, pour qualifier ces capitaux naturels et humains, on va s'intéresser à ce qu'on appelle dans CARE le bon état écologique. Et donc, c'est ce qui permet à cette ressource, donc si c'est des personnes ou un cours d'eau ou un sol, qu'est-ce qui va faire que ce capital-là est en bonne santé et peut se régénérer et donc peut permettre à l'activité de continuer, mais aussi en soi, parce que le but et la philosophie aussi derrière CARE, c'est de ne pas avoir une
de ne pas être entreprise centrée, mais d'élargir à l'écosystème et donc de s'intéresser aussi à la préservation de ces capitaux en eux-mêmes, puisque en eux-mêmes, ils ont une valeur. Et donc de définir ce bon état écologique par des traducteurs là qui vont être biophysiques. Donc c'est des réalités. Là, c'est pas du tout monétaire. Et ça, c'est un point important aussi parce que parfois, quand on parle de comptabilité écologique, il peut y avoir des confusions. On peut avoir l'impression qu'on va donner un prix à la nature ou un prix aux êtres humains. Et nous, c'est pas du tout ça. Et CARE ne monétise à aucun moment, par exemple, des salariés dans une entreprise. Et donc, en ce sens, quand on parle de capital humain, ce n'est pas dans le sens qui est souvent entendu par capital humain et qui est plus au sens d'actif. Nous, c'est vraiment au sens passif de ce qui permet à une société de fonctionner et ce en quoi l'organisation a une dette. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un passif dans CARE. Donc, au niveau des phases de l'analyse, pour vous résumer rapidement la méthode, on a une première qui consiste à définir justement ces capitaux, donc à identifier ce qui est essentiel pour une entreprise. Et ça peut se faire à partir d'une analyse de double matérialité. Et c'est pour ça que CARE aussi s'intègre parfaitement avec la CSRD et que ça peut être intéressant pour les entreprises qui s'engagent dans une démarche CSRD de le coupler à une démarche CARE parce que ça permet de répondre aux deux en même temps. Ensuite, donc de se poser la question du bon état écologique par des traducteurs qui là vont être des grandeurs biophysiques. Ensuite, de regarder là où il y a de la dette, là où l'état actuel est très différent du bon état écologique, et d'identifier des actions. Parce que c'est ça aussi le cœur, c'est d'identifier des actions et ensuite de pouvoir engager la transformation. Donc tout ça, toujours, c'est en données biophysiques. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va passer en monétaire. C'est parce qu'on va être capable de chiffrer justement ces actions qui permettent de préserver les capitaux ou d'éviter des impacts. Ça, on va être capable de le chiffrer parce que dès qu'il y a une action, forcément derrière, c'est des moyens humains, des moyens financiers à mobiliser. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir intégrer dans la partie comptabilité. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre biophysique et monétaire. C'est sur le chiffrage des actions de préservation qui permettent de revenir au bon état écologique pour un capital. Et donc, c'est pour ça que CARE, à la fin, un des livrables, donc, ce sont des états financiers, un bilan, un compte de résultats, mais ce n'est pas que ça. Mais au début, je vous parlais des différentes formes de la comptabilité. Et le but, c'est bien que les entreprises puissent ensuite utiliser CARE comme un levier de transformation. Et donc, c'est le sens aussi de la mission que mon cabinet accompagne pour le port de La Rochelle, qui est vraiment une mission d'intégration de CARE dans le fonctionnement de cette organisation publique pour permettre ensuite d'avoir des tableaux de bord qui permettent de piloter l'état des capitaux. Donc, c'est pas uniquement de sortir à la fin de la mission des états financiers qui montrent qu'il y a une dette sur certains capitaux, mais de l'utiliser comme un levier de transformation et de communication à l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, ça peut être, c'est juste un exemple, de pouvoir communiquer auprès de clients pour justifier une facturation en expliquant qu'il y a une partie qui permet de restaurer des sols dans leur état et donc de justifier telle ou telle facturation. Voilà pour l'ambition et je vais peut-être laisser Mathieu parler de retour d'expérience plus concret. Okay. Merci Marianne pour l'introduction. Donc effectivement, moi je vais faire une prise de hauteur pour commencer avant de zoomer sur des cas particuliers. Faut avoir en tête que CARE émane de la recherche française publique, du coup avec Jacques Richard, Alexandre Rambaud, une structuration méthodologique sur les bases scientifiques, donc il y a une démonstration scientifique pour dire comment répondre à la question de la préservation des capitaux naturels humains en comptabilité, ce qu'a présenté Marianne à l'instant. Et en fait, depuis 2012, il y a une soixantaine de missions qui ont été réalisées sur le sujet, dans différentes organisations, la TPE au groupe du CAC 40. Et du coup, c'est par rapport à ces expériences-là que je vais vous faire un retour d'expérience dans la mesure où j'ai participé à un grand nombre d'entre elles. Et ça va aussi croiser avec les retours qu'a pu faire Mathilde en avant sur certains éléments, dans le sens où on va rentrer dans l'entreprise, différentes entreprises, par comprendre le modèle d'affaires. C'est vraiment de dire au départ qu'est-ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise. Donc, ces questions étaient plutôt mobilisées par l'entreprise. Cela passe par, du coup, vraiment une enquête auprès des équipes pour comprendre ce qui se passe, quels sont les impacts. Donc là, vous allez voir, on peut faire un parallèle avec la CSRD tout du long, finalement. C'est vraiment, autant à l'époque où j'ai commencé sur le sujet, on nous regardait un peu comme des gens qui ont beaucoup d'informations. Aujourd'hui, la CSRD normalise ce travail-là.
Ça, c'est une grande nouvelle pour nous, c'est qu'on va dans le bon sens et dans le même sens. Ça veut dire qu'on va commencer, par exemple, si je prends une activité qui fait de la gestion sylvicole au Brésil, en Roumanie, donc un groupe qui s'appelle SLB, que j'ai pu accompagner, et dont vous pouvez retrouver un témoignage en ligne sur le site de ProDurable, accessoirement. L'enjeu pour eux, c'était, en venant nous voir, dire voilà, j'ai des partenaires financiers, des investisseurs, des acteurs bancaires, et je n'arrive pas à faire comprendre, en fait, que je prends des actions pour préserver les sols au Brésil, préserver la forêt en Roumanie, etc. Et donc, je donne une comptabilité qui permet de parler le même langage que ces acteurs-là. On a eu un travail avec les équipes sur le terrain de regarder du coup qu'est-ce qui était fait, comment c'est fait. De là, on se pose des questions, par exemple, au Brésil, du sol. On a des plantations d'arbres sur des sols, et l'enjeu derrière, c'est comment, après la récolte du bois, on va pouvoir garantir que les sols ne sont pas épuisés. Donc, c'est la recherche du bon état écologique. Comment, du coup, derrière, je fais mon itinéraire technique pour planter et renouveler l'état de mes sols pour cette culture de bois. En Roumanie, l'autre enjeu, c'est là, pour le coup, une forêt diversifiée. On a une coupe de bois qui est en respect avec le renouvellement naturel de la forêt, et donc, c'est d'autres aspects qui sont regardés. Il y a également des travails avec débardage à cheval, on respecte les voies de cloisonnement, on est vraiment sur un code forestier extrêmement exigeant, et c'est pas la même approche. Et du coup, on voit par exemple, par ce travail-là, que d'un côté au Brésil, on a une question d'exploitation forestière, c'est une plantation d'arbres qu'on récolte, l'enjeu c'est le sol à préserver dessous, alors qu'en Roumanie, c'est vraiment un écosystème forestier. En un sens, ce qu'apporte Kier par rapport à ça aussi, c'est l'opérationnalisation des lignes planétaires à l'échelle de l'entreprise. Les lignes planétaires, on a 9 grandes limites, mais par exemple, dans la biodiversité, on va retrouver une forêt, une rivière, un écosystème X ou Y. Là, du coup, on apporte le cadre méthodologique pour pouvoir se poser les questions, et donc déterminer les capitaux naturels et humains de l'entreprise, spécifiquement. Ça, c'est un premier point. Du coup, on peut travailler avec les experts et les personnes qui ont la connaissance sur différentes thématiques. J'impacte une forêt, très bien. Que me dit l'agent forestier? Que me dit l'expert forestier sur les enjeux, les choses à regarder en termes de biodiversité, d'état des sols, de rythme de la forêt, de problématique de scolytes. Alors, scolytes, c'est des bébêtes qui mangent l'écorce des arbres. Donc, étant dans le Jura, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Voilà, on a un petit sujet. Donc voilà, ça prend tout ça en compte et du coup, derrière, de pouvoir déterminer comment on va renouveler ces forêts-là. Et du coup, quels sont les plans d'action à mettre en œuvre? Donc, comment je fais en sorte que mes bûcherons, quand ils interviennent, ils vont respecter les voies de cloisonnement, ils vont pas tester les sols, on va pouvoir intervenir en amont sur les scolytes, pour pouvoir sécuriser la zone, penser à la replantation et pour garder l'écosystème en tant que tel dans le temps. Et combien ça coûte de le faire? Du coup, on va avoir des coûts d'agents forestiers pour l'entreprise, donc c'est vraiment du coût humain qu'on va transformer, qu'on va du coup prendre le salaire pour le retraiter, ou alors des dépenses parce qu'on passe par un prestataire extérieur pour X ou Y sujet. Exemple, pour l'état des sols, il passe par un acteur qui nous accompagne, qui s'appelle Genesis, qui fait des mesures d'état des sols, qui ont une batterie d'une 50aine d'indicateurs qui viennent de dire, OK, voilà un sol en bon état de santé à tel endroit. Et du coup, on a un moyen d'objectiver, en fait, la situation pour derrière déterminer le plan d'action adapté. Donc ça, c'est un deuxième point. Et là, on est encore dans la construction, finalement, de la base de référence non monétaire, l'indicateur pour piloter, et ensuite traduit, comme a très bien dit Marianne, sur combien ça coûte de faire les choses, et combien ça coûte, on va pouvoir l'intégrer, le retraiter en comptabilité. Et à ce moment-là, on peut faire deux choses. Première chose, c'est de regarder qu'est-ce que vous faites déjà, que fait l'entreprise. C'est-à-dire qu'en général, les entreprises font déjà des choses. La question, c'est les révéler. Exemple, cette entreprise-là fait déjà un bilan carbone. Donc elle connaît, elle mesure ses émissions de gaz à effet de serre. C'est une dépense qui permet de connaître son capital climatique, savoir d'où elle part, et donc déterminer une trajectoire de décarbonation. Et en fait, ces dépenses-là, on parle d'accès au capital, sont nécessaires au pilotage de l'entreprise. Si on n'a pas ces éléments d'objectivation de notre capitaux naturels humains, on ne peut pas savoir où on va. Donc ça, c'est des dépenses qu'on va pouvoir isoler clairement en comptabilité pour dire, on a besoin de ça à minima pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Derrière, le plan d'action, typiquement, j'accompagne mes bûcherons pour pas qu'ils tassent mes sols, donc ils atteignent le bon moment dans l'année, au bon moment, pas après une pluie, comme en ce moment, par exemple. Voilà. Donc ça, on est dans les coûts d'action sur la préservation de la forêt, par exemple. Ou alors sur la restauration de la forêt, ou des coûts pour éviter des dégradations, supprimer un impact à la source. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir d'autres éléments en comptabilité spécifiques qui vont ressortir cette typologie d'action-là. Et du coup, on parle un langage qui est commun pour tous, on va avoir la même comptabilité, on parle le même langage, pour dire, voilà, mon entreprise emploie différents types de capitaux. Les différents types de capitaux sont par exemple un sol, un écosystème forestier, des employés, des êtres humains, qui ont une santé mentale, physique, besoin de salaire décent, des compétences à préserver et à développer. Et donc, derrière, on va se poser la question, par rapport aux états de référence, quels sont les coûts des plans d'action? Et donc, on a une comptabilité qui ressort avec les actions déjà existantes. Et du coup, si on a un écart de préservation à la fin, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire? Et en fait, le reste à faire, c'est ce qui passe au passif comptable, c'est ce qui va apparaître au bilan, en termes de, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Florence, sur la partie de patrimonial, c'est
C'est dans le sens où c'est pas grave d'avoir une dette. Toute entreprise a une dette sur le capital financier, sinon elle n'existerait pas. Donc là, c'est pareil. La question, c'est quel est le bon niveau de la dette nécessaire pour garantir que l'activité continue demain à être exercée. Et du coup, on enregistre cela au bilan comptable qui permet de suivre les actions à prévoir au fil du temps. Un autre élément important, et Marianne l'a introduit sur l'aspect tout ce qu'il y a derrière le mot comptabilité. Là, on parle de bilan en résultat en termes de livrables, mais c'est une photographie. Moi, qui viens du contrôle de gestion, à la base, ce qui m'intéresse, c'est le pilotage. Du coup, comment je fais un budget? Là, je prends un autre exemple avec une entreprise que j'accompagne actuellement sur la création d'un budget à 3-5 ans, qui inclut justement ces capitaux, entre autres le climat, les humains, les sols aussi, parce que c'est une entreprise qui peut avoir des questions de pollution de sol sur différents chantiers. Donc, on a une question derrière d'être dans le système d'information, pouvoir révéler dans l'activité qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, quels sont les chantiers sujets des risques de pollution de sol. Donc, derrière, quels sont les coûts que j'engage pour gérer mes pollutions de sol, etc., etc. Et du coup, derrière, on a un business plan qui se dit, OK, ben voilà, à 3 à 5 ans, mon budget carbone qui décroît dans le temps de moins 6%, comment je l'intègre dans ma budgétisation économique? Ça implique quoi en termes d'investissement, en termes de remplacement de parc machine, par exemple? On passe du carboné à du décarboné. Ça implique quoi en termes de gestion des carrières des compétences? Ça implique quoi en termes d'action pour limiter mes problèmes de fuite de carburant sur des sols, de pollution de sol, par exemple? Et donc, voilà, on est sur un outil renouvelé pour piloter la transition. Et donc, si je reviens sur l'aspect aussi, on parlait de la CSRD, on voit qu'en fait, la CSRD demande une chose, un exercice de communication sur qu'est-ce que vous impactez, en gros, les capitaux naturels humains, comment d'ailleurs vous agissez, comment vous mesurez. La question de la mesure dans la CSRD reste déclarative dans le grand nombre des cas, sauf si règle dans le droit dur. Voilà. Là, avec CARE, ça vous oblige à vous mettre un niveau d'exigence qui est d'être au bon niveau. En un sens, en faisant ça, vous mettez à un niveau où il n'y a plus de risque à avoir d'évolution réglementaire future par rapport à ça. Ça peut être tout de suite déjà, vous posez la question de dire c'est quoi l'état à atteindre. Et donc, d'avoir un plan d'action, c'est ça, quel est le plan d'action à prévoir, mais qui du coup a la bonne hauteur, et les coûts associés. Et du coup, là, vous avez vraiment toute la matière première pour produire un pilotage avec l'outil comptable derrière, avec la construction d'un budget à suivre dans le temps, et à décliner en contrôle de gestion, en gestion de projet. Donc, si je parle de gestion de projet, une autre mission avec Bouygues Habitat, par exemple, on a comparé 2 chantiers, un en rénovation, un en neuf. Et l'idée était de voir quelles étaient les différentes typologies d'impact et plans d'action à mettre en œuvre, qu'est-ce qui pouvait, enfin voilà, se dire qu'est-ce qui passe et qui passe pas dans le temps en fait. C'était vraiment une question d'arbitrage. Et demain, Fabrice Bonifié, quand il en parle, il utilise ça comme outil en interne pour aller convaincre ses acteurs sur voilà, on voit que sur telle et telle caractéristique, on a besoin d'aller dans cette direction-là. Regardez, on a des éléments pour l'étayer. Voilà un peu le type d'autres expériences que je voulais vous partager et je pourrais parler encore longtemps, déjà que je parle vite. Bravo, c'est magnifique. On est pile à l'heure. Donc, on voulait vous donner ce retour. J'espère que ça a été éclairant sur notamment des retours opérationnels. Et merci beaucoup, Mathieu, pour tous ces retours d'expérience. On va pouvoir ouvrir les questions, si vous voulez bien. Je voudrais signaler peut-être quand même qu'il y a eu une séance très intéressante le lundi. C'était l'ouverture de cette semaine de la série. Et il y a eu une séance avec Monsieur Duvaux, Éric Duvaux, qui est à l'autorité des normes comptables, et puis un partenaire de chez Deloitte, un avocat. Et je pense que vous avez les replays. J'ai trouvé très intéressant. Et à la fin, il y a eu une question posée sur la comptabilité socio-environnementale menée par qui. Et j'ai trouvé que la discussion était vraiment intéressante. Parce qu'il y en a un, en gros, qui disait, oui, mais la CSRD, c'est de la comptabilité environnementale. Et après, il y en a d'autres qui ont dit, bah non. Et je crois que non. En fait, c'est 2 choses différentes, comme l'a dit Mathilde, de manière intéressante. Voilà, je signale bien sûr que là on brosse mais un tableau extrêmement rapide, donc il y a vraiment beaucoup de moyens de se former. Donc le CERCES, vous connaissez, CES, s'occupe de toutes les formations de la méthodologie CARE, il y en a de tous les formats, très en profondeur. Pour LIFT, il y a un bouquin qui est sorti, je ne l'ai pas amené, mais il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La méthode LIFT, que vous pouvez consulter. Et puis nous on fait des formations de Tech for Life, donc on en fait une en digital, c'est sur un site qui s'appelle Sator, et puis il y a une formation les 7 et 8 novembre à Paris. Voilà. Voilà, j'espère que ça a donné un bon tableau. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui. Peut-être juste avant, Oui. En termes de référence aussi de livres, il y a un livre écrit et qui est sorti l'an dernier de Hervé Bégaud, la Compta Care, Hervé Bégaud, donc qui était un des fondateurs de Care pour la partie professionnelle et qui nous a malheureusement quittés l'an dernier. Voilà.
Voilà, et j'en profite du coup, vu que Rebego était mon ancien employeur à ce titre-là, donc je suis rentré sur le sujet par Rebego justement. Donc ce livre-là, qui s'appelle Compta, la compta durable, il faut savoir que le CRCES a été créé aussi pour rassembler les ensembles des acteurs sur ces questions de comptabilité écologique. Donc il y a aussi à ce titre-là des formations introductives données par le CRCES et animées par Alexandre Rambaud, donc qui porte le développement de ces sujets-là. Et également l'Institut de formation l'ICGS qui, lui, forme à la méthodologie CARE, donc une formation qui est habilitante, et d'autres formations arrivent, comme la formation sur la CSRD. On a présenté à ProDurable semaine dernière, justement, il y a 2 semaines. Semaine dernière. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça pour dire, vous avez le panorama des formations existantes par différents acteurs. Donc, CRCES, ICGS. Alors, pour des questions, est-ce que vous voulez bien vous présenter simplement? Et puis voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, soit dans la salle, soit dans le digital. J'espère qu'en digital, Clémentine, on peut vérifier ça, qu'ils peuvent lever la main et poser des questions. Ah. Ouais, ça... Les affaires d'Adam, il y en a une qui doit partir. Ah. Alors, normalement, c'est quand vous allez dans les paramètres. Oui. Peut-être qu'en attendant que le digital fonctionne, je peux lever la main. C'est l'avantage du physique parfois. Je vois la main, elle marche très bien ta main. C'est formidable, merci pour votre panorama, un panorama très rapide, parce que voilà, moi je suis expert comptable, commissaire aux comptes, je commence à me former notamment pour pouvoir auditer la CSRD, et je me forme la semaine prochaine un tout petit peu à la méthode CARE. Je trouve ça passionnant tout ce que vous faites. Juste pour bien comprendre CARE, ça c'est plus, vous avez expliqué effectivement, et je trouve ça très intéressant de dire que ce ne sont pas des actifs ou des passifs, des actifs, je dirais, parce que vous avez précisé, est effectivement très important, les gens ne peuvent pas les porter à l'actif du bilan, mais donc si ce ne sont que des passifs, donc des plans d'action, en fait, il n'y a pas d'actifs en réalité dans votre bilan? Alors, il y a des actifs, faut que tu vas. Non, vas-y. Okay. Non, il y a les actifs. En fait, l'actif, même en compta financière classique, oui. Pour l'instant, c'est l'emploi du capital. Exemple, oui. On apporte le capital financier dans l'entreprise, il est utilisé derrière, mobilisé derrière pour pouvoir acheter des machines, payer des salaires, etc. Donc ça, c'est les emplois, en fait. Du coup, à l'actif, on a la machine, et au passif, on a finalement la dette et l'actionnaire. Là, c'est pareil. On va avoir, par exemple, une rivière qui apporte une capacité à stocker des polluants. D'accord. Et donc, cette capacité-là, c'est pas un plan d'action négatif, c'est-à-dire que non, du coup, pas, si non, exactement. Je ne sais pas très bien comment exactement. Voilà. En fait, du coup, l'actif derrière, par exemple, ça sera le bassin de traitement des eaux usées. L'usine, typiquement, on produit des machines, on a des eaux polluées, soit on déverse dans la rivière directement et on détruit la rivière, soit on met en place un bassin de traitement de nos eaux usées et on dépollue nos eaux et on rejette dans la rivière. Du coup, on a une capital rivière qui est inscrit au passif. Donc, on aura un passif sur la rivière seulement si on ne respecte pas les blocs écologiques de la rivière. Et sinon, on peut voir du coup à l'actif, en l'occurrence, c'est le bassin de traitement de eaux usées qui est immobilisé, par exemple, amorti dans le temps, pour permettre son renouvellement et garantir qu'on ne va pas avoir un passif sur notre rivière, par exemple. Du coup, on peut avoir, voilà, ça peut être comme ça. Et finalement, le passif, c'est au bilan comptable, la photographie à l'instant T de ce qui nous reste à engager, par exemple. Donc ça bouge après. Et une toute petite question, un tout petit peu en complément de ça. Donc, les plans d'action dépendent de l'entreprise, donc sont dans le bilan de l'entreprise concernée par l'action. Tout à fait. Moi, je travaille beaucoup pour des compagnies d'assurance ou des banques qui financent des actions ou qui assurent des actions. On dit que dans ces comptabilités multi-capitaux, on prend une quote-part quelque part de l'action, dès lors que c'est grâce à la banque que l'action peut se faire. Est-ce qu'il n'y a pas un système de double comptabilisation quand on en est un petit peu dans le bilan de la compagnie d'assurance ou de la banque et 100% dans le bilan de la société concernée par l'action? Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est toujours la question de la double comptabilisation. Oui, bien sûr. La comptabilité en partie double, j'ai bien intégré, ouais. Mais effectivement, la double comptabilisation dans plusieurs établissements, ça, je l'intègre pas complètement du corps. Alors, non, normalement, il y a pas de question de double comptabilité dans le sens de vraiment une comptabilité en partie double. Donc, on respecte la partie double et on respecte chacun chez soi son aspect capital à préserver. Ça veut dire derrière qu'en fait, pour votre acteur d'assurance, la question qui se pose à lui, c'est sa comptabilité CARE, entre guillemets, ça sera par rapport à elle, ce qu'elle emploie comme capital. Et derrière, par contre, s'il y a donc comment je gère mes participations, en fait, et du coup, là-dedans, c'est regarder finalement en quoi les entreprises dans lesquelles j'ai mes participations sont plus ou moins durables. Alors, je sens que là, il faudra un truc plus détaillé. Et ça ne va pas forcément rentrer ensuite dans le compte de résultat. Et c'est pour ça que CARE ne se limite pas à sortir des états financiers.
Mais après, il y a tout nous, donc la méthode actuelle, elle est en 8 phases, là, on a un peu simplifié, mais il y a la phase 4 qui est liée à la chaîne de valeur et où il y a des actions qu'on va pas forcément retrouver dans les états financiers, mais qu'on va quand même détailler ensuite en annexe et qui vont faire l'objet d'un suivi, mais qu'on va pas intégrer parce qu'effectivement, il faut bien distinguer ce dont l'entreprise est responsable et ce sur quoi elle n'a pas forcément de… Il y a peut-être un système d'élimination des opérations, je dirais, qui concerne plusieurs acteurs, un peu comme dans une méthode de consolidation. Mais ça, c'est peut-être des sujets. Ça, effectivement, c'est la question du cadre, du modèle économique, du cadrage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double comptage. Et Oui, par rapport c'est à ça. ce que dit Marianne, effectivement, ce qui est important à voir, c'est distinguer de l'aspect, l'état comptable qu'on veut sortir de manière rigoureuse, Oui. puis après la partie pilotage Oui. et on va dire contrôle de gestion. Donc, c'est ça un peu les deux branches qui fait que CARE apporte un cadre conceptuel pour repenser l'ensemble de l'outil de gestion. Après, c'est mobiliser les bonnes briques au bon endroit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cas SLB, la manière dont ils ont réussi à valoriser leur démarche, notamment auprès des investisseurs ou du marché financier? Ouais. Effectivement, merci pour la question. Ça pose la question des résultats en fait obtenus sur les mises en place sur les comptabilités CARE. Et pour SLB, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, il y a un besoin de pouvoir montrer à ses partenaires qu'ils faisaient des choses bien déjà. Et du coup, il a envoyé ses comptes à la Banque de France. La Banque de France a muré la notation. Et derrière, ils ont des taux après réduits et une revalorisation d'entreprise de plus de 30% derrière. Donc en fait, il y a vraiment eu un aspect de je montre ce que je fais, donc je mesure déjà les choses, je montre là où je n'ai pas encore tout mesuré et ce que je compte mesurer dans le futur. Donc là, je n'ai pas encore toutes les réponses. On n'a pas forcément toujours toutes les réponses quand on met en place une compta écologique. Hein, c'est ce qu'a dit aussi Mathilde par rapport à Lift, et que quand on rentre dans le sujet, les acteurs n'ont pas encore tout mesuré. Et c'est aussi la stat de Marianne au début. Moins de 5% d'entreprises qui sont ratoches sur les lignes planétaires, on ne peut pas s'attendre que tout le monde mesure de tous les bons éléments. Donc voilà. Donc il y a ça. Donc c'est déjà un exercice de transparence sur qu'est-ce que je mesure, qu'est-ce que je fais. Donc là, il y a flécher les dépenses déjà engagées, les plans d'action qui sont en construction, qui sont déjà prévus, et derrière, les états comptables et la feuille de route. Alors, en un sens, le livrable, c'est à la fois les états financiers, mais aussi, entre guillemets, l'annexe comptable, c'est l'explication des différents tableaux de bord pour chacun des capitaux, avec ce qui est fait sur l'aspect biophysique, sur l'aspect économique, et les plans d'action à prévoir. Voilà. On va peut-être prendre une question digitale, si vous voulez bien, parce que ça y est, vous pouvez lever la main et poser votre question en digital. Je vais lire la question de Guillaume Meyer, parce que les gens dans la salle ne la voient pas. Guillaume Meyer travaille au CGDD, donc au ministère de la Transition. Bonjour à tous et à toutes, et un grand merci pour ces présentations. Au-delà de l'aspect volontaire, l'idée à terme est bien conscient que cela prenne beaucoup de temps et bel et bien de rendre la comptabilité socio-environnementale réglementaire et le fait de modifier les normes comptables aujourd'hui en vigueur. Voilà, ça c'est quand même une information importante que je peux confirmer par des discussions aussi avec des autorités comptables. Ma question est la suivante. Au vu du nombre de méthodologies existantes, elle va être difficile. Pensez-vous qu'il serait possible de parvenir à une méthodologie unique? Alors, voilà ce que nous demande Guillaume Meyer. Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce que Mathilde, tu veux essayer de commencer? Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que la durabilité, il faut la prendre par un prisme qui permette vraiment donc la transition écologique, donc réfléchir à ce concept de dette écologique, réfléchir au concept de parties prenantes affectées. Alors après, en plus, la transition écologique, il faut qu'elle soit solidaire, donc il faut penser aussi à l'aspect social. Je pense qu'en fait, les travaux qu'on fait à la chaire Performance Globale Multicapitaux et ceux de la chaire Comptabilité écologique ont des socles communs. Les expérimentations permettent de voir en fait dans la pratique quelles sont les difficultés, comment est-ce que on peut faire en sorte de justement les mettre en place, quels sont les types d'acteurs qu'il faut solliciter, etc. En fait, ça pose des problématiques. On essaie de trouver des réponses à ces problématiques une fois que, ou en tout cas le jour où ça arrivera à la réglementation ou à la normalisation de ces normes comptables. Je pense que donc il y a un socle commun. Je pense qu'on sait comment est-ce qu'il faut prendre la durabilité. Après, on prendra peut-être le meilleur de toutes les méthodes et on en fera une seule. Je sais pas, moi je pense juste je pense juste que tant qu'on sait ces critères-là, on se met d'accord sur les critères scientifiques, l'exigence à ce niveau-là, et puis après, on voit ce que ça peut donner en termes de normes comptables, quoi. En complément de réponse, sur l'aspect début de l'introduction à la question, sur ça prend du temps et ça peut être complexe, en fait, je ne sais pas si quelqu'un en tout a déjà fait une comptabilité d'une entreprise avec cinquantaine de SPV, par exemple. C'est déjà complexe, en fait, par défaut. Donc, rien que ça, dire que c'est plus complexe de faire une comptabilité socio-environnementale, c'est pas vrai. La CSRD, on le voit bien, tout le monde est en train de se dire
ouh là là, gros sujet brûlant, ça va prendre du temps. Mais en fait, ce qui prend du temps, c'est le début, c'est le démarrage. Une fois qu'on a posé le modèle d'affaires, qu'on a identifié les sujets, on dit, OK, à tel endroit, il faut changer mon système d'information pour monter l'information. Après, ça roule, on rentre dans du courant. Donc, en soi, la difficulté, c'est au lancement. C'est comme tout projet d'entreprise, on met en place un nouveau système d'information, ça prend du temps. Mais en fait, c'est pas plus qu'un autre sujet technique, en fait. Allez-y. On va finir la réponse, si vous voulez bien, à cette question-là. Ah oui, pardon. Et du coup, mon deuxième volet, c'est par rapport à ça. C'est là, si je reprends sur les travaux de recherche, Jacques Richard et Alexandre Rambaud, en un sens, dans leur papier de 2015, ils posent les 6 axiomes en fait à respecter pour répondre à la question suivante: comment préserver en comptabilité les écosystèmes de la nature? Et donc, derrière, c'est vraiment, de là, on peut du coup comparer les différentes approches méthodologiques, une énumération au début, mais la question par rapport à ça, derrière, c'est le moteur. C'est pas de dire qu'est-ce qui a été à ça sort, mais du coup, c'est comment c'était paramétré, et du coup, vers quoi ça nous mène. Et du coup, en ce sens, si l'objectif, c'est d'amener de garantir la préservation dans les états financiers et outils de gestion des écosystèmes, des humains et du capital financier, à ce moment-là, il reste CARE, entre autres, qui permet ça d'aller jusqu'à l'intégration économique, et LIS, qui suit dans les pas également sur la partie jusqu'à la partie non monétaire. Et simplement pour compléter, après le fait d'avoir plusieurs méthodes, enfin c'est ce que tu disais Mathieu, c'est pas forcément un problème par exemple pour le bilan carbone, alors que là c'est sur un sujet très précis et sur un sujet qui peut paraître technique et relativement facile. En fait, il y a plusieurs méthodes. Bon, il y a la méthode bilan carbone de l'ADEME, mais après tous les outils qui existent aujourd'hui n'utilisent pas forcément les mêmes méthodes, et la façon de cadrer et le scope 3 qu'on va retenir d'une entreprise à l'autre, ça va être potentiellement très différent. Donc ça prouve, et pourtant c'est quand même un sujet qui apparaît assez technique. Donc le fait d'avoir différentes méthodes, en fait, ça c'est pas un problème en soi à partir du moment où on part sur les mêmes bases communes. C'est même plutôt un bon signe, en fait, c'est un signe de richesse et de complémentarité. Ce que je voudrais ajouter là-dessus, Guillaume, en digital, c'est que il y a des sujets qui pourront se régler de convergence, on peut dire assez naturellement avec le temps, mais je pense qu'il y a aussi des sujets qui sont pas panachables. Alors des sujets, par exemple, de produire un bilan, des méthodes qu'on ne trouve pas aujourd'hui, peut-être qu'elles vont pouvoir le faire quand elles auront fini la CSRD, pourquoi pas. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, le fait de considérer un capital comme un actif ou comme un passif, c'est quand même une posture assez fondamentale, ça. Le papier de 2015 le considère clairement comme un passif. Moi, je suis globalement de cette école, mais là, c'est quelque chose qui est fondamental, et il y a une des méthodes françaises qui place plutôt les capitaux à l'actif. Il faudra qu'on tranche. Et donc, ce que je peux espérer, c'est que les situations de débat et de présentation conjointe comme ça existent, se développent, et que cette diversité des méthodes se poursuive pour que se documente et se prépare l'aide à la décision, qui va être une décision, je pense, importante. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions. C'était monsieur. Très simple. Ouais. Les grands réseaux de cabinets d'expertise comptable et d'audit qui ont des capacités de recherche importantes, des fonds importants, est-ce qu'on les entend beaucoup? Est-ce qu'ils participent beaucoup à ces travaux, au développement de la méthode? J'ai pas eu vraiment cette impression. Nous, on a travaillé avec PwC, par exemple, qui ont été aussi supporters et fondateurs du centre de recherche sur l'expérimentation avec plusieurs entreprises. Oui, enfin, pour bien connaître ce que font ces grands réseaux-là, ils sont quand même très actifs dans les instances, notamment l'IASB, où ils produisent des documents, parce qu'il y a souvent des appels à commentaires qui sont, donc ils apportent effectivement de l'information, enfin en tout cas leurs analyses. Alors ils sont souvent drivés par des anglo-saxons, ils ont une vision qui est peut-être un peu moins européenne, probablement plus américaine, donc c'est pas évident de les faire d'entendre quelque part ce que l'on porte comme voix quand on est plus européen. Pardon, voilà. Mais ils ont quand même, ils sont très très sensibilisés à ça. Et il commence à y avoir, il y a quelques Européens d'ailleurs qui sont dans les gouvernances de certains, je pense notamment à EY, et avec d'ailleurs Karim Dicibio, qui est le président d'EY, qui est intervenu aux côtés d'Emmanuel Faber et avec un discours très très engagé. Donc il y a quand même des consciences. C'est pas les petits contre les gros, c'est tout le monde. Mais effectivement, ils ont des contraintes politiques peut-être plus compliquées, qui sont une vision anglo-saxonne, parfois un peu le triple bottom line n'est pas, je dirais, c'est une vision que PNL et effectivement une vision un peu tronquée de ce qu'on peut faire comme initiative, et toutes les initiatives qu'on voit en
Europe notamment. Et en élément de réponse, on a travaillé nous avec un cabinet qui n'est pas un gros Big Four, mais qui est un des grands français, qui s'appelle RSM, et avec qui on a fait un projet qui s'appelait Cube, où on a recensé les entreprises qui ont mis en œuvre des comptabilités socio-environnementales, quelle que soit leur méthode, et on a parlé directement aux entreprises pour essayer d'avoir le retour d'expérience, en fait. Qu'est-ce qu'elles en disaient d'un point de vue très opérationnel, hein. Et donc, ça, c'est un projet qui a été sorti l'année dernière, donc il y a un des cabinets qui a détaché des gens de talent pour cette étude. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je voulais juste revenir sur en fait, l'opérabilité de ces projets. Il y a un sujet qui n'a pas été encore évoqué, mais je sais que vous l'avez en tête, c'est la disponibilité et la complexité des données. Encore, quand on parle de Danone, on a les moyens de faire appel à des laboratoires qui vont faire des mesures, qui vont prendre des mesures. Là, on parle du carbone, mais aussi la biodiversité. Donc, les PME, comment elles vont se financer et conserver une rentabilité, parce que ce sont souvent des PME qui n'ont pas une grande marge de manœuvre. Il faut qu'elles conservent leur capacité d'autofinancement, capacité d'endettement. Donc, on sait donc on a vu des REX, des retours d'expérience, où les entreprises avaient produit des actions de préservation pour l'environnement, mais elles ne voyaient pas les bénéfices dans les appels d'offres. Ce n'était pas un critère différenciant. Donc, dans une phase transitoire, avant que la méthode CARE ou LIFT, il y a beaucoup de questions, c'est passionnant, j'espère que la semaine prochaine on ira plus dans les détails, forcément, en formation. Comment, dans cette phase transitoire, on peut travailler, alors dans la banque assurance, oui, c'est que je connais, je sais qu'on va travailler sur des prix de cession interne, on va faire des choses très, très intéressantes. Et moi, j'ai envie de m'intéresser aussi aux PME et comment on peut favoriser l'avènement de commun, c'est-à-dire de données communes, comment travailler avec les territoires. Qu'est-ce que ça va être long, et comment on peut faire rapide sur le sujet? Est-ce qu'on peut éclairer, donner quelques éclairages sur ce sujet? Alors, ça, c'est un point qui passionnait Hervé Bégaud, justement, avant, parce que justement, il était, alors d'expert comptable, il avait deux casquettes à l'époque, encore, hein. Il y avait vice-président sur l'aspect durabilité pour l'ordre et la casquette sur l'aspect digital. Et du coup, il y avait une question derrière de créer du commun en termes de base de données pour aider les acteurs à accéder à l'information là-dessus. C'était des idées à l'époque, en tout cas, au niveau de l'ordre. Je ne sais pas si ça a pu aboutir ou où ça en est dans la réflexion, mais en tout cas, il y a un vrai sujet derrière de comment on mutualise les coûts pour produire l'information disponible pour des acteurs comme des PME, TPE. Il y a ça. Et après, c'est aussi créer des guichets de financement. Aujourd'hui, on a un diag de carbonation pour l'aspect bilan carbone, les trajectoires de carbonation, mais on pourrait très bien avoir deux guichets comme ça à créer qui viennent en support aux PME, TPE où elles ont une subvention de 50% de l'accompagnement sur la X ou Y sujet, en fait, finalement. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et quand je parlais dans le CARE, la brique accès au capital, en fait, c'est ce dont vous parlez, c'est ça. Et on voit, on prend le modèle agricole, pour prendre le modèle un peu extrême, c'est que un agriculteur, aujourd'hui, il se sort un salaire de 600, 900 euros par mois. On va lui demander derrière de suivre l'état de ses sols, sa biodiversité, c'est des coûts d'études en plus. Il n'y a pas forcément les moyens de le faire. Derrière, si on prend tout ça en compte, on arrive sur un prix de vente qui peut être potentiellement plus élevé aussi. Donc, ça ouvre des vrais sujets sociétaux de comment on finance ça, en fait. Donc, c'est un vrai point, et c'est un vrai sujet à mettre sur la table, ça, c'est clair. Il faudrait qu'on puisse le faire bien avant l'avènement d'une réglementation, avant qu'il y ait un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, qui est une fiscalité qui se base sur les bilans environnementaux. Parce que on parle de souveraineté alimentaire, Serge Giraud a parlé de ça, ils ont parlé de ces aspects-là. Pour que nos agriculteurs restent dans leur propriété, que les enfants d'agriculteurs conservent la ferme, parce que il y a une exode quelque part. Enfin, c'est quand vous gagnez, il y a des suicides, c'est dramatique. Donc, pour conserver ça, il faudra idéalement, moi je ferai participer à ce lobby-là, via la partie technique comptable, pour que on valorise, en fait, moi c'est mon métier contre de gestion finance, hein, pour mesurer, valoriser cet impact positif sur l'environnement qui permet de subvenir aux besoins des services, en fait, ça permet j'arrive pas à le dire, d'arriver à avoir des services écosystémiques rendant possible l'activité, si on va être clair là-dessus. Donc il faut dès maintenant essayer, vous avez commencé à expérimenter dans l'agriculture, justement le secteur qui n'est pas suffisamment valorisé. Donc il faudrait qu'on puisse communiquer davantage sur cette valorisation et peut-être en faire un élément de discussion avec la Commission européenne. Et ça, pour le coup, ça vous intéresse, il y a vraiment moyen
quelque chose à faire en se rapprochant de la chaire comptable écologique du CERCES, dans le sens où il y a des thèses sur les terrains agricoles déjà en cours, et du travail sur des terrains pour mettre en lumière, en fait, ces coûts en fait, ces sujets-là. Donc, là, du coup, bon, il y a de la matière, et on peut avoir de la matière pour travailler quelque chose en ce sens-là. Et comme on n'a pas vocation à faire la révolution, et comme M. Christian, directeur de la BNP, grandes entreprises, il avait l'intention, en tout cas lors d'une conférence, lors du Salon Pro Durable, d'aider les entreprises, notamment les PME, à justement remplir la CSRD, les aider à obtenir des crédits. J'étais surpris d'ailleurs qu'on puisse avoir une bonne note de crédit grâce à ça, déjà, mais c'est une bonne direction. Et comment nous, on peut travailler avec les grands groupes bancaires pour que justement ils intègrent déjà dans leur notation ces aspects-là. Et comment eux, ils peuvent financer le développement des bases communes, puisqu'il faut que ce soit de l'open data, on est d'accord. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a quand même des financements, les grandes banques et les assurances. La MAIF fait précurseur, justement. Comment ça? Les mutuelles sont précurseurs. Voilà, donc j'ouvre des sujets, c'est aussi pour partager, et puis je pense que ça peut faire naître des vocations, des velléités d'intervention à tous les niveaux. Voilà. Merci. Peut-être une petite question dans la salle, digitale, oui, La main physique. Non, en fait, il se trouve que je m'occupe d'une exploitation agricole et je m'intéresse beaucoup au sujet des règlements climatiques et je vois dans les bilans, où je vois des valeurs de la tonne de CO2 émise que l'on valorise souvent aux alentours de 100, un peu plus de 100 euros. J'ai essayé de rentrer dans un exercice de conversion de l'exploitation pour obtenir des subventions, notamment en mettant plutôt plutôt que de mettre de l'azote dans la terre comme engrais, d'avoir plutôt des couverts d'intersaison avec de l'engrais vert, ce qu'on appelle l'engrais vert. Mais ça veut dire qu'il y a deux problèmes, c'est qu'il y a des débouchés, c'est-à-dire que si on met de la moutarde, il faut pouvoir la vendre. Donc, et puis, deuxièmement, il faut travailler plus la terre, parce qu'il faut semer effectivement cet engrais vert, etc. Et donc, bon, il y a des conséquences, je dirais, financières directes sur la rentabilité d'exploitation. Et donc, la subvention qui m'est proposée dans ce cadre-là, c'est 40 € par tonne de CO2 économisé. Alors, du coup, ma question, c'est comment on peut valoriser ce qui me rapporte que 40 en tant qu'agriculteur, ou pas. Il y a un petit écart entre les deux, je n'arrive pas à comprendre. Et la deuxième, c'est effectivement, pour votre information, les coopératives nous disent à tous, nous, agriculteurs, tant que c'est pas 100 €, ne faites rien. Donc on n'est pas prêt tout de suite alors je ne sais pas si je devrais dire ce que nous disent les coopératives, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si on n'est pas subventionné au-dessus de 100 €, on y perd. Donc après, il faut accepter, on gagne déjà pas grand-chose, de gagner encore moins. Ouais. Alors, par rapport à ça, il y aura deux choses. Déjà, de faire le travail sur une comptabilité socio-environnementale pour objectiver les choses, c'est un point. Là, après, il y a la question politique, dans politique locale. Là, je vais prendre le travail de ma compagne qui bosse sur le cycle des territoires, qui, entre autres, ont des projets sur comment on préserve des zones de captage d'eau. Et du coup, en créant des filières, en fait, en créant toute la filière pour avoir des débouchés. Oui, comment convertir un agriculteur à aller sur une pratique autre? Par exemple, planter du champ, super, c'est une filière énorme, mais ça peut être débouché, eh bien, l'agriculteur va dire, vous êtes gentil, je peux pas, quoi. Donc il y a à la fois l'aspect, objectiver sur le plan monétaire ce que ça représente, changer les pratiques, et derrière, du coup, comment on accompagne, qu'est-ce qu'on fait. Et là, c'est politique, par contre. C'est ça. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si pas de question stupide, mais je me dis, par rapport à un référentiel, est-ce que quelqu'un pense à faire des comparaisons pour à la fois le consommateur, par exemple, mais également l'Union européenne, etc., dans le sens de, OK, chaque entreprise a un regard autocentré sur sa chaîne de valeur, son coût, etc. Mais quand on parle aujourd'hui de durabilité, notamment en agriculture, dans l'élevage, etc., est-ce que des gens s'occupent d'aller calculer en termes de coût écologique, comme vous dites, le prix du poulet ukrainien élevé aux hormones qui détruit l'écosystème autour de lui, qui détruit la santé du consommateur,
etc., etc. Voilà, plus le dumping, plus j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc ce coût-là, est-ce qu'il est calibré quelque part? Est-ce que des gens font des recherches là-dessus pour pouvoir offrir après des bases de comparaison qui ne soient pas que le coût en supermarché? Moi, à ma connaissance, j'ai pas forcément d'études en tête là-dessus. Après, c'est une question, si vous avez des moyens de financer ce genre d'études, c'est pour motiver. Exactement. Comment vous voulez motiver le client à la fin? Bien sûr. Qui, justement, pour consentir l'investissement, va aller privilégier un produit vert. On voit bien les problèmes de la filière bio aujourd'hui. Complètement. Et bien, si on n'a pas ce genre de... En fait, c'est marrant parce que dans les premiers clients qu'on a pu avoir, une entreprise qui est du bâti bois, voilà, je vais pouvoir comparer par rapport à des concurrents qui font du béton. Ouais. Bah, très bien. Alors, du coup, payez-moi les thunes de votre concurrent aussi, que puisse comparer en vrai, sur la politique des moyens à jouer, quoi. Le sujet de la comparaison et de la référence est vraiment très important, je crois. Donc, hier, on parlait d'une entreprise assez importante qui avait mis en place la comptabilité universelle dont on a parlé tout à l'heure. Et ils avaient pris un scénario 1.5 accord de Paris et ils avaient produit les deux comptes de résultats, en fait. Et c'était vraiment très intéressant de faire ressortir les écarts entre ces deux comptes de résultats. C'est du compte de résultat, c'est pas du bilan, mais c'est néanmoins très intéressant. Voilà. Mais là, c'est en interne dans la même société. Mais voilà, une autre société qui s'appelle Fleur d'ici, elle fait des fleurs locales et de saison. Et là, c'est pareil, la comparaison avec ce qui est fait au Kenya ou en Colombie est déplorable puisque les fleurs coupées viennent en avion. Et voilà, donc là, il y a vraiment des éléments comparables et qui, je pense que la culture de la comptabilité socio-environnementale va améliorer la lisibilité de choses qui vous scandalisent aujourd'hui et qui mériteraient d'être explicitées, quoi. Voilà, des comparaisons masquées finalement. Ça peut servir d'aide à la décision. C'est exactement l'objet. Est-ce que vous envisagez justement de faire un benchmark à partir des 60 entreprises que vous avez accompagnées? Est-ce que c'est possible d'anonymiser, par exemple, les résultats pour constituer des ensembles homogènes? Est-ce avec le CIGREF, on pourrait très bien envisager, on pourrait proposer de bâtir des référentiels, des mesures? Alors, ouais, par rapport il y a de la matière, après de là à pouvoir dire en fait, sur les cas, il y a une grande diversité de secteurs d'activité. Et il n'y aura pas forcément assez d'acteurs par secteur pour être représentatif. En tout cas, il y a des choses de fait, potentiellement. Mais maintenant, après, de dire qu'on fait un truc assez précis, comme on peut faire par exemple l'ADEME sur les référentiels bilan carbone par secteur, je pense pas qu'on soit là à ce stade. Ouais. Mais par contre, encore une fois, c'est question des moyens à louer pour faire les choses. Comptez sur le guide à Marianne comme à moi ou Mathilde. On se travailler là-dessus. On a besoin de plus d'organisations qui sont prêtes à faire des études de cas pour nous aussi nourrir nos travaux à ce niveau-là, quoi. C'est sûr. Il y a beaucoup de questions. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un peu fini notre horaire. En digital, il y a eu juste une précision qui était prendre du temps. C'est Guillaume Meyer, hein, toujours. Quand il disait prendre du temps, il voulait dire par rapport à l'acceptation par les acteurs économiques. Hein. Voilà. Et ça va au mot de la fin. On verra si vous en voulez. C'est que l'opérationnalisation de ces méthodes est encore aujourd'hui très problématique. Les entreprises qui acceptent de le faire sont vraiment pionnières. Souvent, elles sont débordées par la CSRD. Elles ne voient que par le bout du reporting, alors que ça a été lié. Je crois qu'on vous l'a montré aujourd'hui. C'est différent, mais c'est lié, fondamentalement lié. J'appelle ça le prendre en compte et le rendre compte. Donc, c'est plus dur de rendre compte si j'ai pas pris en compte. Donc, oui, moi, j'espère que les pionniers qui essaient ces méthodes vont se multiplier de manière à ce qu'ils puissent oser publier leurs résultats, parce qu'aujourd'hui, une réticence forte à montrer ce qu'on a fait. Hein, il y a un rapport qui est public, qui est les Prairies Bleu, une filiale de Danone que vous pouvez consulter. Sinon, beaucoup de sociétés ne publient pas leurs comptes parce que il y a des résultats écologiques qui sont souvent bien plus mauvais que ce qu'ils imaginaient dans le pire des scénarios. En fait, c'est dur, ça. Et donc, il y a une douche froide, puis un chemin de durabilité. Et aujourd'hui, peu de gens osent dire où ils en sont. Et pourtant, c'est les gens qui ont commencé les premiers qui sont les plus en avance sur ce chemin. Donc, voilà, ça fait mon mot de la fin. Je ne sais pas si vous voulez dire une petite phrase pour conclure. Oui, non, c'est ce qu'il disait. Ces grandes organisations, elles anticipent et elles croient aussi dans ces méthodologies-là, mais si elles sont les seules à montrer leurs résultats écologiques qui, comme je disais, ne respectent pas, par exemple, les limites planétaires, mais si on regarde toutes les autres entreprises de leur secteur, c'est peut-être celles qui sont plus proches de les respecter par rapport aux autres. Mais comme
pas toutes les entreprises se confrontent à ce type de modèle. On a un blocage dans cet avancement-là. Mais je pense que la CSRD jouera un rôle à ce niveau-là, de déjà de transparence, de quels sont les impacts identifiés, quel niveau de respect des impacts, etc. Donc, ce sera un premier pas pour après que d'autres modèles comme ça puissent être publiés que Danone, effectivement. On ne sait pas répondre à la question, est-ce que c'est pertinent, intelligent de mettre dans le narratif CSRD des éléments, des études de comptabilité environnementale? Je me suis posé cette question. Oui, clairement, oui. massif. Hein. Pour le coup, pour la détermination de l'impact sur des critères scientifiques, pour les mesures, pour les objectifs de trajectoire, oui, complètement. Pour le chiffrage financier, ça facilite aussi beaucoup. Ouais. Oui, clairement, moi, un des clients qui soumet la CSRD et qui a déjà fait des comptes tiers, c'est du coup un travail d'adaptation, en fait, c'est quelques clés de répartition, mais du coup, les indicateurs sont déjà là, les cibles sont là, les plans d'action ont commencé à être réfléchis en anticipation. Ça fournit de la matière, en fait, déjà. Donc, et sur l'ensemble de la chaîne de valeur aussi, donc on a de quoi nourrir à ce niveau-là. C'est ça qui est intéressant. Et, sur ce que disait Mathilde, juste avant, pour ma conclusion, en fait, c'était mince, c'est parti. C'était quoi déjà ta dernière phrase avant? Que les organisations ne soient pas confrontées. Oui, voilà, non mais exactement. En fait, il y a un point aussi important, c'est que quand on fait cet exercice-là, souvent, c'est un petit pilotage interne. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que quand on identifie des freins, on peut avoir des points de rupture, des points de bascule à passer. Si on n'en parle pas, le politique ne pourra pas s'en saisir pour proposer des cadres de transition ou de l'accompagnement. C'est-à-dire que si un acteur sur un secteur se dit, OK, là, ce point-là va être bloquant, s'il est tout seul dans son coin à dire, ouh, ça va être bloquant, il va mettre la tête dans le sable, et d'autres aussi vont avoir le même problème, en fait. Donc, c'est important de le faire ressortir. Sinon, on aura des angles morts aussi. Et là, on vient au côté collectif à jouer pour transiter. Donc, oui, peut-être juste un dernier mot sur cette distinction entre les communs et les initiatives individuelles d'organisation. En fait, on a besoin des deux. Et peut-être juste pour conclure, je pense que c'est l'objet aussi de Tech for Life et du CERCES, de travailler à fédérer des praticiens, de faire avancer les connaissances pour qu'on puisse à la fois conduire des expérimentations, nous, dans nos cabinets respectifs, mais aussi faire avancer la connaissance commune pour faire évoluer les cadres d'analyse. Ça sera plus simple d'avoir des impacts pour tout le monde par secteur que chaque acteur passe pour tout seul, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.